Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin en séance, un débat sur les pesticides et leurs effets sur la santé et l'environnement. Ce débat qui s'est tenu le 23 janvier fait suite à un rapport intitulé « Pesticides vers le risque zéro » qui a été élaboré en octobre 2012 par la mission commune d'information sur les pesticides. Ce rapport aborde 18 thématiques comme par exemple la question des productions agricoles ou encore la commercialisation ou bien le rôle des collectivités. Il s'agit de trouver les moyens de réduire l'usage des pesticides dans l'agriculture en France, mais aussi plus largement en Europe. Tout de suite donc, direction l'hémicycle pour ce débat sur les pesticides et leurs effets sur la santé et l'environnement. Très bonne matinée à tous sur Public Sénat. L'ordre du jour, mes chers collègues, appelle le débat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Demande de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. La parole est à Madame Sophie Primas, présidente de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Bonjour. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Nicole, mes chers collègues, je dois vous dire en début d'intervention que je prendrai l'ensemble de mon temps de parole, ces 10 minutes, puis les 6 minutes qui m'étaient proposées ensuite, et je ne réinterviendrai pas une seconde fois. En ce début de débat, le devoir de la présidente de la mission d'information est de vous rappeler quelques dates, quelques chiffres et quelques événements concernant les travaux de la mission, mais aussi celui d'évoquer l'esprit qui a animé ces travaux et de me permettre, si vous me le permettez, à titre individuel, d'exprimer mes convictions forgées au cours de ces 6 mois de présidence. Cette mission a été créée à l'instigation de ma collègue Nicole Bonnefoy en raison notamment de l'actualité qui a marqué son département. Et je voudrais, à ce moment de mon intervention, adresser, au nom de la mission, mes plus sincères remerciements à M. Paul François, ainsi qu'aux membres de son association Phyto-Victimes. Je pense à Jackie Ferrand et je sais qu'ils sont tous les deux là dans le public. Les remercier pour l'accueil qu'ils nous ont réservé en Charente, pour la grande sincérité de leurs propos, pour leur dignité, dans une épreuve pourtant extrêmement difficile. Je dois vous dire que leur témoignage nous a certes bouleversés, mais nous a surtout conduit à traiter ce sujet en dehors de tout esprit partisan, en toute responsabilité et dans l'intérêt général. Je voudrais donc les remercier et les saluer particulièrement. Je dois souligner que notre mission a bénéficié tout au long de ces travaux de l'intérêt marqué des sénateurs issus de l'ensemble des groupes politiques. Je les remercie également pour leur travail, leur implication et l'excellente ambiance qui a prévalu à ces travaux. Cette mission a débuté ses travaux en mars 2012 et a immédiatement décidé de limiter son champ d'investigation aux impacts des pesticides sur la santé des utilisateurs professionnels ou non et de ceux qui se trouvent en amont de leur utilisation. Traiter des questions relatives à l'environnement ou à l'alimentation excédait ce qu'il était réaliste d'investiguer en quelques mois. Nous avons donc l'espoir que ce volet sera traité dans une prochaine mission d'information. Notre mission s'est achevée en octobre 2012, au terme de 6 mois de travaux, après avoir mené à peu près 95 auditions au Sénat et en province, au moyen de visites effectuées dans 5 départements, la Charente, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, le Rhône et le Val-de-Marne à Maisons-Alfort, avec une journée de travail à l'ANSES, l'ensemble de ce travail représentant un dialogue de plus de 100 heures avec plus de 200 personnes. Cette mission s'est achevée avec l'adoption à l'unanimité d'un rapport comprenant plus d'une centaine de recommandations. Cette unanimité recherchée par tous les membres de notre mission était un signal fort que nous souhaitions ensemble adresser aux acteurs concernés, jardiniers du dimanche, distributeurs professionnels ou distributeurs grand public, industriels, agents des collectivités territoriales et bien sûr agriculteurs.
Les propositions de la mission sont d'importance naturellement très variable et font l'objet pour certaines d'une adhésion plus ou moins marquée de chacun de nous en fonction de nos sensibilités. Certains auraient souhaité aller plus loin, plus vite, d'autres avec quelques appréhensions, mais nous souhaitions avoir une position commune, forte, pour faire entendre notre message unanime: la santé doit être au cœur de notre action. Nos travaux ont été ponctués d'une actualité souvent riche, qui a souligné le caractère parfois polémique, je dirais passionnel, des termes abordés par notre mission. Ainsi, à titre d'exemple et entre autres choses, au mois d'octobre 2012, la publication de travaux d'un universitaire sur les effets de la santé des OGM, dont les médias se sont très largement fait l'écho, a conduit plusieurs membres de la mission à assister à l'audition commune de l'ANSES organisée sur le sujet controversé de la nature des évaluations des dangers et des risques de ces produits pour la santé. Ce thème de réflexion était connexe à celui de la mission et illustrait un schéma parfaitement identique à celui portant sur la dangerosité des pesticides. D'une part, des travaux scientifiques, par nature partielle, faisant l'objet de controverses, d'autre part, le manque cruel d'informations, d'épidémiologie, de toxicologie, d'expologie, rendant impossible une analyse globale et contradictoire. Dans ce cas, il est toujours difficile de distinguer pour nous le fondement scientifique réel de l'emballement partisan, non dénué d'intérêt par ailleurs. Cela laisse le champ libre à toutes les interprétations, des plus rassurantes aux plus alarmistes, la fameuse fabrique du doute. Avant de laisser la parole à notre rapporteure, Madame Bonnefoy, pour la présentation du rapport et des recommandations, je souhaite d'abord la remercier, elle aussi, vivement et chaleureusement pour le travail considérable qu'elle a fourni et l'esprit cordial et républicain avec lequel nous avons fait équipe. 5 constats adoptés par le Bureau ont servi de socle à la centaine de recommandations qui ont été proposées et votées. Première constatation, les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont sous-évalués. En effet, les maladies liées à l'utilisation de produits phytosanitaires sont de 2 ordres. Elles sont soit la conséquence directe d'un accident, et dans ce cas, malgré l'actualité récente, la véritable difficulté est pour celui qui en est victime d'obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle. Beaucoup de progrès sont attendus sur ce sujet. Soit ces maladies sont chroniques, elles apparaissent 10, 20, 30 ans après l'exposition au risque, ou elles apparaissent même sur les générations suivantes. Dans ce cas, comme pour le tabagisme finalement, le risque est un risque lointain, diffus, aléatoire pour l'utilisateur, donc plus difficile à cerner, plus difficile à admettre, plus difficile à dire et plus difficile à relier aux véritables causes. Enfin, les maladies qui apparaissent en nombre aujourd'hui, Parkinson, Alzheimer, cancer de la prostate, cancer du sein, sont le résultat de nombreuses années de pratique sans information réelle sur le risque, sans protection réelle à l'expologie de molécules souvent retirées du marché et qui ne prennent pas en compte les progrès réalisés depuis quelques petites années seulement. Aussi avons-nous l'ardente obligation de veiller, par des autorisations de mise sur le marché conformes aux risques et la définition des conditions de l'utilisation, à ce que les molécules d'aujourd'hui ne produisent pas de nouveaux effets sanitaires sur les exposés ou sur leurs enfants. Deuxième constatation, le suivi des pesticides après leur mise sur le marché n'est qu'imparfaitement assuré au regard de leurs impacts sanitaires réels et l'effet des perturbateurs endocriniens est mal pris en compte. Clairement, un grand nombre d'effets sont aujourd'hui mal appréhendés. Madame la rapporteure y reviendra, j'en suis certaine, mais je signale ici l'impérieuse nécessité pour l'Europe de prendre ces problèmes à bras-le-corps. Définition et classification des perturbateurs endocriniens pour les produits phytosanitaires, mais aussi pour bon nombre de produits de consommation plus courante. Méthode d'évaluation des effets cocktails, des faibles doses, nécessité de retravailler les contrôles post-AMM sur le marché. Troisième constatation, les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques. Mon collègue Alain Hooper interviendra sur cette question dans le débat. C'est un point essentiel de ce rapport auquel il convient de donner des suites rapides et opérationnelles. Quatrième constatation, les pratiques industrielles, agricoles et commerciales n'intègrent pas assez la préoccupation de l'innocuité pour la santé au recours des pesticides. Les industries agroalimentaires, les distributeurs, mais aussi les consommateurs doivent être plus impliqués dans tout le processus conduisant à la baisse de l'utilisation de produits phytosanitaires. Taches sur les pommes, herbes sur les trottoirs, calibrage des légumes,
Tout est aujourd'hui standardisé, normé, je dirais presque dévitalisé. Pouvons-nous imaginer de revenir en arrière, même raisonnablement? Enfin, 5e constatation, le plan Éco-Phyto 2018 doit être renforcé. Sur ce point, vous me permettrez de vous faire part de mes observations. Dans la grande diversité des analyses et des opinions auxquelles nous avons été exposés, un dénominateur commun est apparu à l'ensemble des intervenants. La place centrale du dispositif Éco-Phyto 2018 visant à diminuer le recours aux produits phytosanitaires tout en continuant à assurer un niveau de production élevé tant en quantité qu'en qualité. En effet, malgré les alertes lancées par des membres de la communauté scientifique et des associations depuis de nombreuses années, la véritable prise de conscience de masse en France s'est produite en grande part grâce au Grenelle de l'environnement et sa retranscription dans le plan Éco-Phyto 2018. La mobilisation impressionnante qui a suivi la mise en place de ce dispositif concerne l'ensemble des acteurs et je veux ici saluer les efforts réalisés par tous. En premier lieu, je citerai bien sûr les exploitants agricoles qui, malgré des réticences bien compréhensibles et l'existence d'un modèle de production agricole encouragé et ancré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont peu à peu, peut-être insuffisamment encore, pris conscience des dangers liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. La parole est en train de se libérer, notamment sur l'existence de maladies chroniques. Les exploitants, et ce qui est très encourageant, les jeunes, affirment aujourd'hui avoir une volonté de mieux se former, de mieux se protéger, de mieux s'acheminer vers une moindre utilisation de produits chimiques. Il reste du chemin à faire, bien sûr, et la valeur d'exemple sur la durée est fondamentale. À ce titre, les fermes défis doivent continuer absolument leur développement. Mais pour que cela fonctionne, nous devons entendre, nous devons répondre également, Monsieur le Ministre, à leur anxiété lorsque des productions entières sont menacées de disparition sur notre territoire, faute de molécules agréées, de techniques alternatives, faute de recherche suffisante. Je pense à cet agriculteur du Lot-et-Garonne, déplorant la fin de la production de noisettes en France, alors que nous étions les plus gros producteurs exportateurs, voici encore quelques années. Nous devons entendre leur anxiété également face à une fiscalité qui peut, sous couvert d'intentions louables, favoriser les importations parallèles, les fraudes, voire le grand banditisme, véritable fléau dans certaines régions et sur certaines productions. Ce que nous avons entendu à ce sujet, Madame et Monsieur le Ministre, est totalement effarant. Et je voudrais saluer le travail des équipes de police, de gendarmerie, de douane, de justice, la DGCCRF, qui sur ce sujet doivent être soutenues et écoutées. Nous devons enfin entendre la colère légitime des exploitants lorsque l'implantation de pays européens les met en situation de concurrence déloyale en faisant rentrer sur notre territoire des fruits et des légumes traités avec des produits interdits en France. Je veux également m'adresser aux industriels producteurs de produits phytosanitaires. Ils ont intégré dans leur démarche et dans leur logique économique mondialisée, le risque de stigmatisation à court terme de leurs produits, voire leur interdiction. Ils sont dans l'obligation absolue, pour pérenniser leur activité, de modifier la nature de leur recherche et de leur production. Une action notable a été menée sur les baisses de volume, sur les nouveaux modes de protection, sur le recyclage des déchets. Je salue par exemple l'initiative Adivalor. Parallèlement, nombre d'entreprises du secteur choisissent d'orienter leurs recherches sur les techniques du biocontrôle et les évolutions de molécules actives. Bien sûr, nous devons être encore plus exigeants, plus vigilants et ne faire preuve d'aucune naïveté. Mais nous devons travailler avec ces industries et non contre elles. L'actualité récente sur les néonicotinoïdes doit nous conduire à renforcer et notre vigilance et notre exigence, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les efforts réalisés. Je veux également saluer l'ANSES, son directeur Marc Mortureux et ses équipes qui ont su, dans des périodes difficiles de la RGPP, remettre en cause leur mode de fonctionnement, évoluer très significativement sur les questions de transparence, de lutte contre les conflits d'intérêts, prendre leurs responsabilités sur des sujets d'actualité. Je pense aux épandages aériens, je pense également au programme Périclès sur les effets cocktails. Mais l'ANSES doit encore progresser. Il faut pour cela lui donner des moyens non budgétaires, mais des moyens humains qui, je vous le rappelle, sont supportés financièrement par les redevances que payent les industriels déposant les demandes d'autorisation de mise sur le marché.
Mais c'est probablement l'agence européenne qui doit évoluer le plus et le plus vite, en profondeur, sur des sujets brûlants de fond et de forme. Reconnaissance des perturbateurs endocriniens, je l'ai dit, conflits d'intérêts, rémunération des experts, réorganisation européenne des agréments, refonte des méthodes d'évaluation pour sortir des modèles basés sur les doses journalières admissibles et prendre en compte, par exemple, les effets dits faible dose. La véritable révolution est bien là, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et je compte sur votre pouvoir de conviction pour en être un acteur majeur. Il m'est impossible de ne pas citer l'importance de la recherche dans son ensemble, agronomique, entomologique, technique sur le matériel, recherche publique, recherche privée, mobilisée pour développer des moyens de protection supplémentaires, de nouvelles techniques culturales, de nouvelles formulations, de nouvelles ergonomies pour les bidons, les flacons, les épandeurs, de nouvelles sélections variétales. Probablement que le fléchage des fonds de la recherche publique doit être plus volontariste. Probablement également que nous devons collectivement ne nous priver d'aucun domaine de recherche. Pas de complaisance, mais pas d'obscurantisme non plus. Enfin, je citerai les collectivités territoriales qui, de plus en plus nombreuses, tendent à renoncer à l'emploi de produits phytosanitaires ou au moins à les réduire drastiquement. Nous les encouragerons dans ce sens. Bien d'autres acteurs auraient pu être cités. Qu'ils me pardonnent, le temps me contraint. Au regard de ces évolutions et du chemin parcouru depuis 3 ans, oui, j'affirme que le plan Écophyto 2018 est un succès qualitatif incontestable par la mobilisation qu'il a engendrée. Malgré cet élan national, force est néanmoins de constater qu'en 3 ans, les résultats quantitatifs de ce plan ne sont pas satisfaisants et que pour tous les acteurs, de nombreux efforts restent à accomplir. Toutefois, soyons justes et assurons la pérennité des actions entreprises. Les mécanismes mis en place ne sont opérationnels que depuis peu de temps. Certains sont encore en cours de déploiement. Aussi, un grand nombre de nos recommandations se retrouvent en effet dans le plan Écophyto 2018. Mais nous avons estimé de notre devoir de les réaffirmer avec force afin justement que ces mesures soient pérennisées et aient une chance d'atteindre leurs objectifs. Soyons ambitieux et exigeants, mes chers collègues, mais laissons-nous le temps de mesurer les résultats des actions entreprises. Les cycles de changement du modèle de production sont très longs. 3 années, c'est un délai incroyablement court à l'aune des évolutions survenues au cours des 50 dernières années. Tous les membres de la mission ont souhaité que les propositions retenues puissent prendre vie, par exemple au travers du dépôt d'amendements ou de propositions de loi au fur et à mesure des textes que le Sénat aura à examiner. Le rapporteur et moi-même avons été, par exemple, reçus le 3 décembre dernier par vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et nous vous en remercions, par vous-même, Madame la ministre de la Santé, le 16 janvier dernier, et nous avions eu également une séance de travail avec le cabinet de Madame Lebranchu en charge de la réforme de l'État. Soyez-en remerciés. Des entrevues qui nous ont permis de considérer avec vous quelles recommandations pouvaient être mises en œuvre. Pour terminer, permettez-moi de vous dire, Madame la ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que les membres de la mission, le rapporteur et moi-même sommes particulièrement heureux de pouvoir dialoguer avec vous aujourd'hui sur les recommandations de la mission afin que tout soit mis en œuvre pour que, une fois de plus, la santé soit au cœur de notre action et de nos préoccupations. Je vous remercie. Merci Madame Sophie Primas, présidente de la mission commune d'information. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Nicole Bonnefoy, rapporteure de la mission commune d'information. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alerté par un agriculteur victime des pesticides, Monsieur Paul François, j'ai sollicité du président du groupe socialiste du Sénat, au début de l'année 2012, la création d'une mission commune d'information sur les impacts des pesticides sur la santé. Le sujet n'était pas complètement nouveau pour le Sénat. Alors, pourquoi remettre le métier sur l'ouvrage, me direz-vous ? Précisément parce que nous avions le sentiment d'être là, devant un problème complexe, nécessitant des investigations poussées. Mais aussi parce que nous sentions une évolution de la sensibilité de nos concitoyens, et d'abord des premiers concernés, les agriculteurs, sur les risques que font courir les pesticides à ceux qui les manipulent et vivent au quotidien à leur contact. Dès le début des travaux de la mission, au mois de mars 2012,
l'étendue et la complexité du champ à explorer sont apparues imposantes. Il nous fallait confronter, en effet, les enseignements de plusieurs disciplines, agronomie, chimie, médecine, biologie, toxicologie, écotoxicologie, expologie, épidémiologie, droit, etc. Et rencontrer des acteurs d'une grande diversité, aux modes de pensée spécifiques et aux intérêts parfois divergents. Avec la présidente et l'ensemble des membres de la mission, nous avons décidé de concentrer nos travaux sur les effets des pesticides sur la santé des utilisateurs directs, soit les personnels intervenant dans leur fabrication, dans leur application, les familles d'agriculteurs et les riverains des épandages, mettant de côté les investigations sur les effets des pesticides sur l'environnement et leur présence dans l'alimentation. Pour mener nos travaux, nous ne sommes pas partis d'une feuille vierge. Nous avons pu nous appuyer sur des rapports parlementaires, ceux de l'OPEX en particulier. Le rapport de 2010, présenté par nos collègues Jean-Claude Etienne et Claude Gatignolles, mais également les autres rapports présentés par les sénateurs Gilbert Barbier en 2011 sur les perturbateurs endocriniens, Catherine Procaccia en 2009 sur l'emploi de la chlordécone aux Antilles et Marie-Christine Blondin en 2008 sur l'expertise sanitaire des risques chimiques du quotidien. Nous avons surtout eu le souci d'écouter très largement l'ensemble des protagonistes liés de près ou de loin à la question des pesticides, menant près d'une centaine d'auditions et de dégager un consensus entre nous sur le sujet. À l'issue de 7 mois de travail, la mission a adopté à l'unanimité plus d'une centaine de recommandations visant à réorienter la politique des pesticides en France et en Europe. Si l'on a coutume de dire que le risque zéro n'existe pas, tendre vers cet objectif nous a paru devoir être le but des décideurs publics en la matière. Je me réjouis qu'une telle orientation politique ait pu être partagée entre tous les groupes politiques qui composaient la mission, qui n'avaient pas nécessairement au départ la même vision de cette question ni la même sensibilité. C'est la preuve que le travail d'écoute des acteurs du monde économique, agricole, scientifique ou de la santé, lors des auditions ainsi que les débats entre nous, peuvent produire du consensus sur un problème qui concerne au premier chef la santé publique. Je ne vais pas, devant vous, effectuer la lente et fastidieuse énumération de toutes les recommandations de la mission, mais simplement énoncer quelques axes forts de notre réflexion et profiter de la présence des ministres pour poser quelques questions. Premier axe de réflexion de la mission, la priorité à la santé. Cette priorité a constitué le fil rouge des investigations menées par la mission sénatoriale. Cela pourra en étonner certains, mais dans les faits, à tous les stades du cycle de vie d'un produit pesticide, la priorité à la santé est loin d'aller de soi. Je prendrai 3 exemples pour illustrer mon propos. En suivant le cycle de vie d'un produit phytopharmaceutique, avant son autorisation de mise sur le marché, dite AMM, lors de la délivrance de cette autorisation et après cette autorisation. Avant tout engagement dans une procédure d'autorisation, lors des recherches tendant à l'élaboration d'une nouvelle molécule ou d'un nouveau produit, les considérations de santé sont secondaires. L'essentiel est de trouver un produit efficace sur les plantes, sur les insectes ou sur les champignons que l'on cherche à éradiquer. Ces recherches sont longues, 10 ans de recherche en moyenne sur une nouvelle molécule, et coûteuses pour les industriels qui les mènent. Ce n'est que dans un second temps, après avoir vérifié l'efficacité du produit, que sa toxicité pour les utilisateurs est examinée. Les recherches comprennent généralement des études toxicologiques, mais devraient aussi comprendre des études immunologiques. Au fond, la mission a estimé que l'évaluation des risques présentait 3 lacunes majeures. Elles ne sont pas menées sur la vie entière des animaux de laboratoire, ni sur plusieurs générations de ceux-ci, et les résultats de ces investigations relatives à la santé ne sont pas rendus publics. Notons d'ailleurs que l'ANSES, dans son avis sur l'étude du professeur Seralini sur la consommation combinée de maïs génétiquement modifié traité au Roundup, regrettait elle-même le manque d'études à long terme dans tous les processus d'évaluation. Deuxième moment où la priorité à la santé est insuffisamment prise en compte, lors de l'AMM. La méthodologie suivie pour la délivrance d'une AMM définit une dose journalière admissible, appelée DJA, dose journalière admissible d'exposition de l'homme au produit
en deçà de laquelle on est censé ne courir aucun risque. Or, les avancées de la science ont montré qu'il est devenu précisément inadmissible de continuer à raisonner en fonction de cette notion de dose décrétée admissible, puisqu'elle n'a aucune signification lorsqu'il s'agit de pesticides ayant comme priorité d'être des perturbateurs endocriniens. En effet, la perturbation endocrinienne se manifeste en fonction du moment de l'exposition, par exemple au cours de la 7e semaine d'une grossesse, et non en fonction de la dose reçue. Cette perturbation peut même exister à une dose infime et ne pas apparaître à une forte dose. Par ailleurs, quelles que soient les précautions et les limites propres à une substance ou à un produit, chaque individu peut être soumis à un cocktail de substances et de produits au cours d'une seule journée de sa vie. En réalité, ce sont les effets sur la santé de ce cocktail qu'il faudrait évaluer, même s'il faut bien convenir que cela peut s'avérer difficile. Sur ce point, le groupe scientifique de l'unité pesticides de l'Agence européenne de sécurité des aliments a émis en 2008 un avis sur tous les types de toxicité combinée des pesticides. Elle a conclu que seuls les effets cumulés résultant d'une exposition simultanée à des substances ayant un mode d'action commun étaient préoccupants. Depuis 2009, le choix des pesticides devant être l'objet d'un examen conjoint est toujours en cours. Enfin, le troisième et dernier moment où cette priorité à la santé nous est apparue comme insuffisamment prise en compte correspond à la période d'utilisation effective des produits. Durant des années d'utilisation d'un produit pesticide, le suivi des conditions et de l'ampleur de son utilisation, pas plus que le suivi des effets négatifs observés sur la santé, ne sont réellement effectués, recensés et exploités. Pourtant, les agriculteurs doivent tenir un registre retraçant leur utilisation de pesticides, mais ces innombrables sources ne sont pas exploitées. Il existe des réseaux de vigilance censés recevoir des alertes sur les risques liés aux pesticides, permettant de provoquer une nouvelle évaluation des pesticides et potentiellement de remettre en cause des AMM délivrés. Mais un rapport administratif récent a pointé le manque de centralisation des informations ainsi collectées et finalement les faiblesses de l'évaluation des risques en continu. Face à cette situation, la mission d'information recommande notamment de renforcer les obligations de remontée et d'harmonisation des informations sanitaires de terrain par les réseaux existants et de centraliser les informations collectées en un lieu où les alertes puissent être données et les décisions prises, que ce soit à l'Institut national de la veille sanitaire ou à l'ANSES. Plus d'un siècle d'histoire des pesticides montre que c'est généralement plusieurs dizaines d'années après l'autorisation de mise sur le marché d'un produit devenu suspect pour la santé qu'est prise la décision d'interdiction de fabrication, de commercialisation et d'utilisation. Mais même à ce stade, plus que tardif, l'interdiction a tendance à laisser encore du temps au temps, en prévoyant une période de restriction de l'usage du pesticide, d'abord dans sa commercialisation, puis dans son utilisation, avant que celui-ci ne disparaisse tout à fait du commerce, tandis qu'il demeurera durant des dizaines et des dizaines d'années dans l'organisme humain ou dans l'environnement. L'une des préoccupations majeures pour la santé publique résulte de la persistance des effets des pesticides dans le temps et parfois dans le temps long. Je prends ici l'exemple de la chlordécone aux Antilles, dont il est établi qu'elle peut demeurer plus de 700 ans dans l'environnement. La difficulté à prendre les bonnes décisions vient aussi du fait que les effets de l'exposition aux produits ne se font sentir parfois que de nombreuses années après. Le lien entre le produit et la détérioration de la santé est ainsi distendu et n'apparaît pas immédiatement. La quantification de l'effet des pesticides est malaisée, mais le lien apparaît de plus en plus évident, ce qui permet de présumer la responsabilité dans l'apparition de certaines pathologies. Il en va ainsi de l'arsénite de soude, interdit depuis 2003 du fait de son rôle dans l'apparition de cancers, en particulier de cancers de la vessie. Nous saluons aussi la reconnaissance en 2012 comme maladie professionnelle des agriculteurs de la maladie de Parkinson. Des liens ont en effet été établis entre l'utilisation d'insecticides aux propriétés neurotoxiques et cette pathologie, ce qui prouve qu'en la matière, les mentalités évoluent. La mission d'information dont j'ai été la rapporteure contribue sans doute à cette prise de conscience de la nécessité de mettre la santé avant toute autre préoccupation lorsque l'on parle de pesticides. La dangerosité de ces produits était encore il y a peu soit niée, soit minimisée.
Leurs effets nocifs étaient trop souvent considérés comme le résultat d'une mauvaise utilisation, voire un mal nécessaire. Depuis quelques années, ce point de vue n'est plus acceptable. Je m'en réjouis et souhaite que nous améliorons encore le suivi sanitaire des effets des pesticides. Ainsi, il conviendrait de généraliser les registres du cancer qui n'existent aujourd'hui que dans 13 départements. Ces instruments de suivi épidémiologique seraient d'ailleurs utiles bien au-delà du seul enjeu des pesticides. Partant de cette priorité à la santé, la mission d'information a réinterrogé la réglementation des pesticides. C'est là le deuxième axe de notre réflexion. Cette réglementation n'est pas nouvelle et s'est même renforcée au fil du temps, avec désormais une forte dimension européenne qui organise la mise sur le marché des produits en 2 temps. Un premier temps est consacré à l'évaluation des substances qui aboutit à leur homologation. L'harmonisation européenne en la matière est forte, car le paquet pesticides de 2009, applicable depuis juin 2011, prévoit désormais une homologation de l'ensemble des substances au niveau de l'Union européenne, après un processus d'évaluation qui fait intervenir l'ensemble des organismes nationaux d'expertise sous la houlette de l'EFSA. Le processus garantit ainsi une vision commune des États membres et nécessite qu'un dialogue permanent de la communauté scientifique s'instaure. Une fois les substances inscrites sur la liste de celles autorisées dans l'Union européenne, encore faut-il autoriser les produits créés à partir de ces substances. C'est le deuxième temps et c'est l'affaire des firmes qui se retournent vers les autorités nationales. Le paquet pesticides a renforcé là aussi l'harmonisation en Europe, en permettant des évaluations des produits par groupe de pays et en définissant 3 grandes zones géographiques en Europe. La France fait un peu office de pays de référence pour les évaluations de la zone sud en s'appuyant sur l'ANSES. La mission ne remet en rien en cause le rôle et l'excellence technique de l'ANSES. Mais force est de constater que le dispositif d'évaluation des risques liés aux pesticides souffre de plusieurs faiblesses. D'abord, il est quasi impossible de s'appuyer sur une expertise totalement indépendante des firmes phytopharmaceutiques. Les experts totalement hors sol n'existent pas et la transparence exigée sur leurs liens avec l'industrie à travers les déclarations d'intérêt qu'ils doivent effectuer n'est qu'un pis-aller. Une nouvelle loi sur la prévention des conflits d'intérêts sera peut-être un jour nécessaire. Ensuite, les données sur lesquelles travaillent les organismes d'évaluation sont fournies par les firmes elles-mêmes, qui ont financé et réalisé les études préalables. Toute une série de biais dans les études sont possibles, fragilisant les investigations sur l'évaluation des risques et transformant quelque peu l'évaluation publique en audit du processus d'évaluation du produit effectué par les firmes. Certes, il semble difficile d'exiger des études indépendantes avant que les produits soient soumis à la procédure d'AMM, mais la mission a recommandé que pour les études complémentaires exigées après la délivrance de l'AMM, l'ANSES puisse choisir elle-même les laboratoires chargés de les effectuer en toute indépendance. De même, la mission a recommandé qu'un réexamen complet de l'AMM puisse être effectué, non plus au moment de son renouvellement décennal, mais à mi-parcours, pour prendre en compte les effets connus en situation réelle, in vivo, des produits autorisés. Enfin, les acteurs extérieurs à l'évaluation organisée des produits sont insuffisamment associés au processus. Or, une bonne expertise résulte de la confrontation des points de vue. L'ANSES ne saurait détenir seule une vérité immuable. La mission recommande une transparence accrue des évaluations, mais aussi de donner un statut aux donneurs d'alerte. Le Parlement pourrait se voir doté du droit de saisir directement l'ANSES de demandes d'évaluation ou de réévaluation des risques liés à certains produits ou certaines substances, car ce qui hier pouvait paraître inoffensif peut demain se révéler dangereux. Le troisième axe de mon propos concerne les utilisations des pesticides, car si la santé doit être au cœur de nos préoccupations, si l'évaluation doit être améliorée, il faut aussi et surtout agir pour maîtriser et réduire les usages. Le secteur agricole est le principal utilisateur des pesticides en France et même dans le monde. Cela n'étonnera personne. C'est l'utilité de ces produits dans la protection des cultures contre leurs ravageurs qui a conduit leur succès. En France, l'agriculture consomme plus de 90% des doses commercialisées, toutes classes de produits confondues. Le marché des pesticides est loin d'être négligeable, pesant à un peu moins de 2 milliards d'euros par an en France,
avec des utilisations fortes en culture maraîchère et fruitière ou encore en viticulture, où les achats de produits peuvent représenter entre 5 et 10% du chiffre d'affaires des exploitations. Certes, il existe aussi des usages non agricoles, mais ceux-ci sont modestes, sans être insignifiants pour autant. D'ailleurs, la mission recommande une stricte limitation des usages non agricoles qui ne répondent pas à une logique économique mais d'agrément, car c'est probablement sur ce segment qu'une révolution de mentalité serait la plus féconde. Longtemps considérés comme les produits miracles de la révolution agricole, les produits phytopharmaceutiques, comme c'est leur nom dans la réglementation, commencent à être remis en cause, radicalement par l'agriculture biologique, qui décide de se passer de la chimie minérale et ne s'appuie que sur des traitements issus des préparations naturelles peu préoccupantes. Sans aller jusqu'à cette contestation radicale, l'agriculture conventionnelle est aussi traversée par un mouvement de remise en cause du tout pesticide. Les pouvoirs publics, à travers le plan Ecophyto 2018, lancé en 2008, ont contribué à ce changement de mentalité. Notons qu'Ecophyto 2018, malgré des moyens dédiés et conséquents, issus d'une fraction de la redevance pour pollution diffuse, a pour l'instant des résultats modestes. Si l'interdiction des 30 substances les plus dangereuses en 2008 est très positive, la réduction des quantités globales utilisées n'est pas au rendez-vous. Il faut donc, Monsieur le Ministre, passer à la vitesse supérieure. Je salue au passage votre détermination à encourager les changements de pratiques agricoles. Le concept d'agroécologie que vous avez mis en avant le 18 décembre dernier lors du grand colloque intitulé « Produisons autrement » montre qu'on ne doit pas opposer performance et protection de l'environnement. Les pesticides ne sont pas la seule voie vers la productivité. À long terme, leurs effets délétères sur l'eau ou encore la qualité des sols peuvent avoir un effet contraire à celui recherché initialement en faisant chuter les rendements. Notre mission ne dit pas autre chose. Les nombreuses auditions réalisées de représentants du monde agricole nous ont convaincus que l'utilisation de pesticides relevait aussi d'habitudes prises et qui ont la vie dure. Il s'agit sans doute d'une pratique sécurisante, mais beaucoup prennent conscience qu'il existe aujourd'hui des alternatives. Deux exemples montrent que le changement reste cependant un combat. Le premier exemple concerne les épandages aériens. Ils ne touchent que 0,3% de la surface agricole, soit moins de 100 000 hectares, mais sont particulièrement symboliques. Les deux lois issues du Grenelle de l'environnement avaient interdit cette technique, tout en laissant subsister quelques exceptions. Or, au printemps 2012, la mission a été alertée sur le caractère pas si exceptionnel des exceptions. Nous avons été surpris de constater que, malgré l'exigence communautaire d'une évaluation spécifique des risques liés à cette technique, plusieurs produits allaient pouvoir être utilisés durant la campagne 2012 en épandage aérien, avant l'évaluation les concernant. La mission a souhaité qu'il soit mis fin aux dérogations et encourage l'adoption de techniques alternatives. Le second exemple concerne les équipements de protection individuelle, communément appelés EPI. Là aussi, la persistance de mauvaises pratiques montre que la prise de conscience des effets nocifs des produits manipulés n'est pas encore totale. Il n'était pas rare, il y a quelques années, de voir des agriculteurs effectuer leur mélange sans gants et sans masque. Nous n'en sommes plus là, mais le port des équipements, le recyclage des tenues usagées ne sont pas encore des réflexes pour tous. Les équipements eux-mêmes sont-ils totalement adaptés, suffisamment résistants et protecteurs? Sur ce point, la mission a estimé que d'importants progrès pouvaient encore être faits. L'obligation faite à tout agriculteur et plus largement tout professionnel devant utiliser des pesticides de disposer d'un certificat délivré après une formation de 2 jours dénommé Certiphyto est un puissant facteur de modification des comportements. Mais il faut aussi travailler sur les circuits de distribution des produits. La mission estime indispensable qu'il n'y ait aucune incitation économique à vendre plus de produits que nécessaire. En ce qui concerne les jardiniers amateurs, la mission est favorable à une solution radicale, proscrire à terme la commercialisation à destination des non-professionnels des produits autres que ceux autorisés en agriculture biologique. Ce n'est pas l'abus de pesticides qui est dangereux pour la santé et l'environnement, comme le disait le slogan de la campagne « Jardiner autrement », mais le produit lui-même qui pose problème. En attendant d'interdire son utilisation dans les jardins des particuliers, la mission recommande d'en interdire la vente dans les commerces alimentaires et de garantir la présence permanente d'un conseiller vendeur formé dans les rayons des magasins.
Je terminerai en formulant un vœu, et c'est la saison des vœux, que la centaine de recommandations résultant des travaux de la Commission et adoptées à l'unanimité des groupes politiques entre en vigueur dans la réalité le plus rapidement possible. Madame le ministre, Monsieur le ministre, votre présence conjointe aujourd'hui au Sénat témoigne de l'intérêt porté par le gouvernement à la santé. Les premiers contacts pris par la présidente et moi-même à l'occasion de la remise du rapport en vos ministères respectifs ont montré que vous aviez à cœur de faire entrer spontanément en vigueur de nombreuses recommandations de la mission. Mais je suis certaine que vous nous en direz un peu plus dans quelques instants. Il appartiendra ensuite aux 27 membres de la mission commune d'information, en tant que législateurs, d'agir pour que les recommandations restantes puissent voir le jour. C'est seulement ainsi, collectivement, que nous permettrons d'améliorer la protection des fabricants et des utilisateurs de pesticides, tout en préservant les riverains et leurs familles d'une exposition parfois dangereuse. Pour terminer enfin mon propos, je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux au président du Sénat, au président des commissions, aux administrateurs du Sénat qui nous ont accompagnés durant ces 7 mois, aux membres de la mission, particulièrement à ceux qui ont organisé des déplacements très instructifs de la mission dans leur département. Ayons tous conscience que nous sommes également des acteurs d'une réduction de l'emploi des pesticides sur nos territoires, dans nos collectivités. Certaines d'entre elles en ont déjà supprimé le recours pur et simple. Je formule le souhait que de tels comportements se généralisent rapidement. Mes remerciements s'adressent aussi, à nouveau, aux ministres, sans oublier les personnes entendues par la mission, à Paris et en province, dont certaines, venues de loin et en dépit de la neige, sont présentes dans les tribunes du public. Beaucoup d'entre elles nous ont déjà fait part de leur réaction, toujours constructive, au rapport d'information qui, je le rappelle, constitue non un aboutissement, mais un point de départ. Merci pour votre attention. Merci, Madame la rapporteure de la mission commune d'information. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Madame la Présidente de la mission d'information commune, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je veux tout d'abord remercier l'ensemble des membres de la mission commune d'information sur les pesticides et de leur impact sur la santé et l'environnement pour le travail tout à fait remarquable qui a pu être mené. J'adresse mes salutations toutes particulières, bien entendu, à la présidente de cette mission, Madame Sophie Primas, et à sa rapporteure, Madame Nicole Bonnefoy, et je les remercie d'avoir précisé leur position au cours de leurs interventions. Je me réjouis que nous ayons pu, en amont, engager un dialogue fructueux et un travail de qualité. Votre rapport est extrêmement documenté, il est riche en informations et je suis certaine qu'il nous permettra de tirer de nombreux enseignements en matière de santé-environnement et d'approfondir notre réflexion dans ce domaine qui, aujourd'hui, occupe le cœur de l'actualité. Vous avez choisi, et je m'en réjouis bien entendu, de placer les enjeux de santé au cœur de votre réflexion et des propositions que vous faites. Et je m'en réjouis puisque nous allons lancer une stratégie nationale de santé qui nous amène à réfléchir à la manière précisément dont notre politique de santé doit, mieux qu'elle ne le fait, répondre à des défis comme la qualité de l'environnement, sujet qui, jusqu'à il y a peu, apparaissait comme secondaire, marginal, quand il n'était pas tout simplement ignoré. La prise en compte de l'impact sanitaire des risques environnementaux est, je dois le dire, devenu un sujet majeur et le gouvernement a tout à fait la volonté d'y répondre à la hauteur de ces enjeux. J'ai eu l'occasion de m'exprimer dans cette direction déjà à l'occasion au moment des débats parlementaires sur le bisphénol A et nous avons indiqué que la surexposition à des agents physiques ou à des substances nocives devait être traitée en priorité. Vous avez fait, dans le cadre de votre mission, le choix de mener une réflexion large allant
depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur. Et le fait est que l'impact des pesticides sur la santé doit être abordé de façon globale en tenant compte de l'ensemble des parties prenantes de la filière. Vous avez aussi très justement élargi votre travail aux impacts sur la santé des familles de ces professionnels ainsi que sur celle des riverains. Et je ne peux que me réjouir de cette approche globale. Je suis moi-même élue d'un territoire dans lequel on trouve la diversité, l'Indre-et-Loire, dans lequel on trouve la diversité des personnes concernées que vous avez évoquées, puisqu'il s'agit à la fois de protéger nos agriculteurs, ça n'est pas le cas dans tous les départements par définition, enfin les agriculteurs, les consommateurs et de façon plus générale nos concitoyens. La France est le premier pays agricole de l'Union européenne et par voie de conséquence, elle est aussi l'un des premiers utilisateurs de pesticides. Entre 80 et 100 000 tonnes de ces produits sont employés chaque année. Cela débouche donc sur un enjeu majeur de santé publique. Les études relatives aux effets des pesticides sur la santé sont actuellement synthétisées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qu'on connaît sous son acronyme d'INSERM. Cette expertise collective met en lumière l'existence de nombreux travaux épidémiologiques. Ceux-ci sont parfois contradictoires car les liens de causalité entre l'exposition aux pesticides et l'émergence de certains cancers sont difficiles à établir. Pour autant, nous en savons assez pour agir et pour engager une politique qui favorise une meilleure protection de nos concitoyens. Lorsqu'un doute existe et que la santé des Français est en jeu, nous ne pouvons hésiter. Certains sujets font d'ores et déjà consensus et plusieurs maladies sont reconnues désormais comme maladies professionnelles. Je pense par exemple à la maladie de Parkinson, vous y avez vous-même fait allusion, ça n'en allait pas de soi au départ, mais c'est un point qui aujourd'hui ne fait plus de discussion. Vous avez conduit un travail approfondi et je ne veux pas à mon tour le résumer, je veux me concentrer sur quelques constats qui méritent d'être soulignés et qui seront au cœur des réponses que j'entends apporter dans le cadre de mon ministère, en lien bien évidemment avec le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. En premier lieu, nous devons approfondir la connaissance des risques sanitaires qui sont liés aux pesticides et poursuivre les activités de recherche. La mission encourage des programmes de recherche qui soient coordonnés et pluridisciplinaires dans différents domaines, notamment en épidémiologie, en toxicologie, en biologie ou en génétique. L'objectif est de mieux comprendre les mécanismes d'action des pesticides et les liens de causalité entre l'exposition aux pesticides et les maladies. Je serai particulièrement attentive aux efforts qui seront réalisés dans le champ de la recherche et notamment dans 3 secteurs. Le premier est celui de l'expertise collective qui est engagée au sein de l'INSERM sur les effets sanitaires des pesticides. Le second est le champ des études épidémiologiques dont l'étude Agrican relative au cancer chez les agriculteurs est particulièrement significative. Le plan cancer qui est engagé et dont la reconduction va se faire au cours de l'année devra prendre en compte les contextes environnementaux. Enfin, le troisième secteur est celui des études de biosurveillance qui sont coordonnées par l'INVES pour estimer les niveaux d'imprégnation de la population à certaines substances chimiques, dont les pesticides. Nous avons besoin de cette connaissance. Le deuxième élément que vous mettez en avant est l'impact de certains pesticides qui apparaissent comme perturbateurs endocriniens. La conférence environnementale ainsi que la loi sur la suspension du bisphénol A dans les contenants alimentaires rappellent à cet égard la détermination sans faille du gouvernement en la matière. Je me suis engagée à mettre en place un groupe de travail associant l'ensemble des parties prenantes. Ce groupe élaborera d'ici juin 2013 une stratégie nationale qui nous permettra de coordonner efficacement des actions de recherche, d'expertise, d'information du public et de réflexion sur l'encadrement réglementaire. Le troisième point sur lequel je veux mettre l'accent
et que vous avez rappelé que le système communautaire de mise sur le marché des pesticides repose sur la confiance à l'égard des dossiers déposés par les fabricants. Ils échappent ainsi à des procédures d'évaluation des risques suffisamment étayées. Un tel cadre ne permet pas de nous assurer que ces produits répondent à des exigences de sécurité sanitaire, notamment selon les conditions d'utilisation par les agriculteurs. L'Union européenne, enfin les instances européennes, en l'occurrence la Commission, ont pris conscience des failles qui existent dans notre système, dans le système tel qu'il est mis en place au niveau européen. Et je crois que nous allons donc pouvoir avancer. En relation avec le ministère de l'Agriculture, qui est en charge des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires, nous travaillerons pour mieux encadrer ces autorisations et ensuite renforcer le suivi sanitaire de leur mise sur le marché. C'est-à-dire que les procédures d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, doivent comporter un volet sanitaire qui soit davantage développé. Enfin, vous insistez sur l'importance de mettre en cohérence les données existantes afin de mieux déterminer la connaissance des risques sanitaires liés aux pesticides. La mission a jugé prioritaire, je cite, la nécessité de mettre en place des outils de surveillance, de veille et d'épidémiologie concertés, uniques et efficaces sur l'ensemble du territoire. La question des vigilances, et je crois que vous l'avez parfaitement énoncé, est une priorité de santé publique. Étant donné les enjeux pour la sécurité sanitaire, une refonte du système des vigilances est en cours de réalisation qui doit aboutir dès cette année. Parmi ces vigilances, un projet de décret relatif à la toxicovigilance est en cours de finalisation. Il a pour objectif d'améliorer l'organisation de la toxicovigilance sous le pilotage de l'Institut de veille sanitaire, de développer l'information aux autorités sanitaires et d'élargir les obligations de déclaration des industriels de la composition de leurs produits. Il sera fondamental de veiller à une bonne articulation entre les risques au travail et les risques environnementaux au travers des différents plans, par exemple le plan national santé ou le plan santé au travail, environnement et plan santé au travail. Mesdames et messieurs les sénateurs, je veux vous assurer de ma détermination et vous dire que vos recommandations nous inciteront encore à mener des actions coordonnées entre les ministères et qu'il sera nécessaire de porter ces enjeux au niveau européen avec une forte volonté. Une charte, par ailleurs, précisera les modalités de choix des experts, le processus d'expertise et ses rapports avec le pouvoir de décision, ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d'intérêts. À plusieurs reprises, j'ai rappelé ma volonté de faire de la prévention des risques sanitaires environnementaux un axe majeur de ma politique de santé. Le combat qui a été mené et l'engagement qui a été le mien pour l'interdiction du bisphénol A dans les contenants de produits alimentaires en est un exemple récent. Je suis convaincue que dans le risque de ces risques dits émergents, il nous revient d'anticiper et de travailler en amont. La conférence environnementale a traduit cette ambition. Elle nous a notamment permis de fixer des objectifs clairs et d'établir une méthode pour faire face aux risques sanitaires environnementaux. La stratégie nationale de santé permettra de donner une traduction concrète dans notre politique de santé à ces objectifs. Je vous remercie en tout cas de votre engagement et de votre contribution. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Stop. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord me féliciter de la qualité du travail qui a été fourni dans le cadre de cette commission, qui, si je l'ai bien compris, a été saisie à votre demande
faisant suite d'ailleurs à des travaux qui avaient été conduits par le Sénat après la découverte d'un certain nombre de cas professionnels chez des agriculteurs de votre département, agriculteurs que j'ai rencontrés qui ont été victimes de l'utilisation de molécules ou de produits phytosanitaires. Et à l'occasion de cette rencontre, j'ai pu mesurer d'ailleurs de manière concrète ce qu'était le sujet qui nous était posé aujourd'hui collectivement et la nécessité que nous avions à partir de là d'engager un travail de réflexion et surtout un travail d'action. En tant que ministre de l'Agriculture, je ne reviendrai pas sur tous les éléments qu'a évoqués ma collègue Marisol Touraine sur les questions de la santé. Ils ont été très bien décrits pour dire qu'il y a effectivement maintenant un certain consensus sur des relations de cause à effet entre l'utilisation, la consommation au travers d'un certain nombre de produits de lien avec un certain nombre de cancers, de mutagénèse et de problèmes sur la santé qui sont extrêmement importants et qui nécessitent justement qu'on réfléchisse à, pour ce qui est le ministère de l'Agriculture, un certain nombre de grandes orientations. Au fond, il y a 3 grands sujets qui sont posés pour le ministre de l'Agriculture. Le premier, c'est les autorisations de mise au marché, c'est ce que vous avez évoqué. C'est-à-dire comment on met sur le marché des produits qui sont ensuite utilisés pour lutter contre un certain nombre de maladies. On appelle ça les AMM. C'est un sujet qui fait débat, qui dépend beaucoup aussi du niveau européen et qui nécessite que sur cette question, on soit capable, nous, gouvernement français, de prendre les contacts nécessaires pour faire évoluer les procédures d'autorisation de mise en marché. Sujet assez vaste d'ailleurs qui touche les phytosanitaires en agriculture, mais qui touche aussi d'autres sujets comme ceux liés aussi aux OGM, aux organismes génétiquement modifiés. Et la France, par les positions qu'elle a prises récemment, fait bouger aujourd'hui l'Europe sur un certain nombre de sujets, j'y reviendrai, mais en particulier sur tout ce qu'on appelle les protocoles d'autorisation. Et nous allons poursuivre ce travail pour qu'on soit plus sûr dans la mise en marché et qu'on ait cette séparation, vous l'avez dit, entre ceux qui proposent des produits et ceux qui évaluent leurs risques, la collusion ou le conflit entre les deux pouvant conduire à des mauvais choix. Et donc il faut qu'on soit sur ce sujet-là aussi extrêmement vigilant. C'est le premier engagement. Et il a trouvé sa concrétisation ou sa traduction très rapidement. Si je prends par exemple cette fameuse question des néonicotinoïdes, sujet qui regroupe un certain nombre de familles et qui a des traductions commerciales sur le colza au travers du cruiser. Après un rapport qui avait été fait au début de l'année 2012 et une confirmation par l'ANSES, le ministère de l'Agriculture a pris la décision de stopper l'utilisation de ces produits sur le colza et avait fait une demande à l'échelle européenne pour qu'on puisse étudier l'ensemble de la famille. L'EFSA a répondu il y a quelques jours sur cette question, en particulier sur la relation qu'il y avait entre cette famille de molécules et son implication malheureuse sur les abeilles. J'attends une décision le 31 janvier du CP-CASA, on dirait pratiquement une molécule phytosanitaire, c'est simplement le lieu où se décide au niveau européen des propositions et discussions sur ces sujets. Lors de ce CP-CASA, la France va valoir la position qui a été la sienne depuis le départ. Dès qu'il y a un risque, et en plus quand ce risque est avéré, des décisions extrêmement claires doivent être prises. C'est en tout cas la position que défendra le gouvernement français le 31 janvier. Et quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas une décision prise au niveau européen, nous en tirons nous-mêmes les conclusions au niveau national. Détermination sur ces questions d'autorisation de mise en marché, elle est claire. Deuxième point majeur pour l'agriculture, c'est au fond, est-ce qu'on n'a pas trop utilisé de ces produits? Vraie question. Et est-ce que l'objectif qu'on doit avoir, nous, en tant que ministère de l'Agriculture, ce n'est pas la réduction du recours à ces produits, différents produits appelés phytosanitaires? Je le dis aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, l'objectif du ministère de l'Agriculture est de réduire de manière significative le recours à ces produits. Mais il faut qu'on soit capable d'en tirer un certain nombre de conclusions. Le plan Écophyto 2018, qui avait comme objectif de réduire d'ici 2018, par définition, la consommation de produits phytosanitaires de l'ordre de 50%,
a connu des résultats qu'on pourrait apprécier comme contrastés. Contrastés parce qu'il y a deux résultats positifs. Le premier, c'est que les molécules les plus dangereuses, mutagènes, cancérogènes, ont été retirées à hauteur de 80% par rapport à ce qui existait. C'est un point extrêmement positif. Deuxième point positif que nous avons constaté, c'est qu'au travers de ce plan Ecophyto a été mis en place tout le système et le réseau Certifito, Ecophyto, qui permet aujourd'hui d'abord deux choses: une meilleure formation des agriculteurs à l'utilisation et au recours à ces produits. C'est très important par rapport à l'expérience malheureuse qui a été vécue il y a quelques années sur l'utilisation de ces produits. Et le deuxième point, c'est qu'à l'intérieur de ce processus Ecophyto, Certifito, on voit apparaître aussi au sein des exploitations des démarches agricoles qui mettent en œuvre la réduction du recours à ce type de produits. Et c'est ça qui est important pour moi. Et c'est ça que je voudrais dire cet après-midi. C'est qu'on aura beau se fixer des objectifs de réduction, si on ne réfléchit pas aux modèles de production eux-mêmes, eh bien, on cherche à réduire le recours à des produits sur des modèles qui ont été conçus pour recourir à des produits phytosanitaires. Donc on se retrouve très vite dans un problème où, vous l'avez évoqué d'ailleurs, Madame la Présidente en particulier, eh bien, si vous dites que vous supprimez 50% des phytos, vous avez des trous noirs, des zones d'ombre sur lesquelles on n'a pas de solution en termes de molécules pour lutter contre un certain nombre de ravageurs. Et comme on n'a pas réfléchi au modèle de production pour limiter les risques liés à un certain nombre de maladies ou de ravageurs, eh bien on se trouve avec le problème qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objectif de réduction de 50%, s'il a bien fonctionné sur les molécules les plus dangereuses, il n'a pas atteint son objectif sur la réduction en volume de la consommation des phytosanitaires, puisque quand nous sommes arrivés au gouvernement en 2012, ce n'est pas une réduction que nous avons constatée, mais c'est une augmentation de 2,5%, et qui est justifiée du point de vue des agriculteurs. Période d'humidité, difficulté de récolte, toutes les conditions sont réunies pour expliquer cette augmentation. De la même manière d'ailleurs, sujet très important qui est à relier avec la question de la réforme de la politique agricole commune, le fait aussi que ce soit transformé de plus en plus des productions d'élevage vers des productions céréalières, engageant à partir de là un recours supplémentaire aux phytosanitaires. Donc il y a aussi un effet qualitatif derrière tout ça. Mais moi, l'enjeu pour moi, pour le ministère de l'Agriculture, à partir de ce constat, c'est de faire évoluer les modèles de production. Et c'est pour ça que je suis très intéressé par ce qui s'est passé sur Ecophyto et Certifito, c'est qu'il y a des bases intéressantes, et ça a été présenté d'ailleurs le 18 décembre, sur la question du produisons autrement et sur l'ambition de l'agroécologie qu'on doit porter ensemble pour justement à la fois garantir la capacité de production de notre agriculture et en même temps affirmer notre ambition en termes écologiques, parce que les deux ne peuvent pas être toujours opposés. On doit au contraire aujourd'hui enfin trouver la voie qui va permettre de combiner la performance économique et la performance écologique. Donc pour le ministère, sur ce sujet, lors d'un CNOS, d'un Conseil national, nous avons pris des décisions pour aller dans ce sens-là. D'abord, conforter ce réseau Certifito, faire en sorte qu'il continue son travail, et qu'on ait des objectifs par filière beaucoup plus précis et aussi au niveau régional. Parce qu'à fixer des objectifs nationaux, sans aucune concrétisation dans les régions, selon les filières, on finit par ne pas avoir ni les outils ni la capacité de mettre en œuvre cette réduction. Ça, c'est un premier point qui me paraît très important. Deuxième, on a évoqué, bien sûr, à l'occasion de cette discussion, la question de la séparation entre le conseil qui peut être apporté aux agriculteurs et le fait qu'on leur vende des produits, sujet très important. Il fait l'objet d'ailleurs d'une étude du Conseil général de l'agriculture et de l'inspection générale des finances, parce qu'il y a aussi des questions fiscales qui sont posées. Comment on peut améliorer le sujet et aller de deux choses l'une jusqu'à une séparation complète entre le conseil et la vente, ou des éléments intermédiaires avec la fiscalité qui nous permettent de limiter ce qui peut être conçu assez simplement. En même temps que vous vendez des produits et que vous êtes payé sur la vente, vous avez plutôt intérêt à en vendre que de ne pas en vendre. Mais si on veut changer ce processus, il faut qu'on ait justement des mécanismes nouveaux. C'est tout l'objet de l'étude qui va être engagée. C'était le deuxième point. Vous l'avez évoqué aussi sur toutes les pratiques qui vont sur l'utilisation et le recours sur les phytosanitaires, en particulier sur tout ce qui est les conditions d'utilisation, l'habillement, ça a été évoqué. Nous avons repris les propositions qui étaient les vôtres. D'ailleurs, je signale que sur
une centaine de propositions, 60 dépendent directement du ministère de l'Agriculture. D'ores et déjà, 13 de vos propositions sont mises en œuvre. Et l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour essayer d'avancer comme vous le souhaitez pour aller dans le sens que vous avez évoqué. Puis le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question liée entre les phytosanitaires, la santé de manière générale, la question alimentaire. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Et on le sait, sur les trastes, de pesticides en particulier dans un certain nombre de productions, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Et là encore, nous avons, au niveau du ministère de l'Agriculture, là aussi pris la mesure des enjeux qui sont liés à l'ensemble de ces problèmes. Et nous avons décidé, là encore, dans le processus de réduction, de bien avoir comme perspective, justement, l'idée que derrière, c'est le moins de résidus possible qu'on doit trouver dans l'alimentation. C'est un objectif. Et on peut l'atteindre. Il rejoint d'ailleurs sur les phytosanitaires ce qu'on fait aussi sur la question des antibiotiques. La lutte contre l'antibiorésistance, véritable sujet sur des molécules critiques qui sont utilisées aussi en santé humaine. On a fait quelques résultats, on doit aller beaucoup plus loin. Et dans ce plan-là, nous avons aussi des objectifs que nous avons clairement fixés. Donc je voulais vous dire à la fois la satisfaction qui est la mienne du rapport qui a été le vôtre. D'abord parce qu'il a suscité le débat, il a engagé une réflexion. Il a surtout conduit le Sénat à avoir une position sur ce rapport, si j'ai bien compris, unanime. C'est très important pour pouvoir avancer et faire en sorte qu'on trouve les bonnes solutions, qu'on apporte les bonnes réponses. Ça concerne la santé, Marisol Touraine l'a dit, ça concerne l'agriculture au sens où nous avons à la fois sur les autorisations de mise en marché, sur l'objectif de réduction du recours aux phytosanitaires et sur les conséquences que cela peut avoir sur l'alimentation. Là, un chantier que nous avons ouvert. Je le disais et je vais le répéter, sur les 100 propositions, 63 concernent le ministère de l'Agriculture. D'ores et déjà, une quinzaine sont mises en œuvre. L'objectif pour nous, c'est d'aller vers une trentaine le plus rapidement possible sur tous les sujets, utilisation, protection, réduction, limitation, autorisation. Voilà, je crois, une réponse apportée aux questions que vous nous avez posées. Et en tout cas, encore une fois, je tenais à saluer et à vous féliciter pour le travail que vous avez réalisé. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Tout d'abord, à Madame Bernadette Bourzet. Bonjour. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cette introduction par notre rapporteur et Madame la Présidente et la réponse des ministres a déjà très largement évoqué tous les sujets. Je suis désolée, je ferai peut-être des redites, mais j'essaierai d'être brève. Quand notre mission d'information s'est constituée en février 2012, comme il a été dit à l'initiative du groupe socialiste et à la demande de Nicole Bonnefoy, l'actualité récente nous avait alertés sur les dangers des pesticides pour la santé et sur les problèmes liés à l'utilisation de ces produits dits phyto, dont l'agriculture française est une grande, trop grande consommatrice. Nous savions qu'il y avait là un enjeu de santé qu'il fallait nous y consacrer pleinement. Et pendant 7 mois, nous avons pu mesurer toute l'ampleur de ce phénomène, parfois avec des moments de stupéfaction. Je pense à notre rencontre dans le Morbihan avec des personnes qui avaient été véritablement infestées par ces pesticides. Et nous avons mesuré l'ampleur des risques et la dangerosité des pesticides sur la santé des agriculteurs, des consommateurs, des employés de coopératives, de leurs familles et des riverains, sur l'environnement, tout cela étant largement sous-évalué. Comme si l'arbre sécurisant de l'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, des produits phytosanitaires cachait la forêt des malades des pesticides. Il est vrai, et mes collègues l'ont rappelé, que le Grenelle de l'environnement a lancé en 2009 le plan Écophyto 2018, piloté par le ministère de l'Agriculture, avec l'objectif ambitieux sur le papier de réduire de 50% l'usage de ces produits avant 2018, si possible, est-il ajouté prudemment. Le plan Écophyto a maintenant près de 4 ans. Je représente le Sénat, son comité consultatif de gouvernance,
Et j'ai le regret de constater que les résultats sont décevants, car depuis sa mise en place, non seulement la consommation de produits phytosanitaires n'a pas régressé, mais en 2011, l'utilisation de ces produits a même progressé de 2,5%. En effet, le plan ne s'est pas traduit par une baisse des ventes de produits phyto, puisque, d'après l'UIPP, entre 2010 et 2011, ces ventes ont augmenté de 1,3% et en France, le chiffre d'affaires des producteurs a augmenté de 5%. Ces éléments donnent la mesure des progrès à réaliser pour parvenir à infléchir et même inverser, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, votre volonté, cette courbe ascendante du recours aux pesticides en France. Pourtant, la réduction de l'utilisation des pesticides est indispensable pour la santé comme pour l'agriculture, et les travaux menés par la mission n'ont pu que nous conforter dans cette certitude. Ce bilan décevant ne conduit pas à recommander d'abandonner le plan Écophyto, mais bien plutôt à favoriser une mobilisation et une responsabilisation de tous les acteurs, de l'amont à l'aval, et à promouvoir de nouvelles orientations assorties de nouveaux moyens, en croisant toutes les disciplines et toutes les compétences au niveau national comme au niveau régional. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de travailler simultanément sur les apports de la recherche scientifique, les réglementations et les réalités de terrain, où il existe déjà depuis longtemps des exemples d'alternatives aux pesticides. Il faut faire connaître ces réussites pour donner la priorité aux démarches vertueuses et respectueuses de l'environnement. Notre rapporteure, Nicole Bonnefoy, rappelait à juste titre qu'il faut parfois plus d'un demi-siècle, voire plus d'un siècle, pour évaluer les effets réels d'une nouvelle substance pesticide dangereuse pour la santé, un siècle durant lequel les utilisateurs, les consommateurs, les riverains et l'environnement en subissent les conséquences nuisibles et parfois dramatiques. Par comparaison, n'est-il pas paradoxal de voir que l'utilisation des préparations naturelles peu préoccupantes, dites PNPP, pourtant utilisées, elles, depuis des siècles, et qui ont prouvé depuis tout ce temps leur efficacité autant que leur non-toxicité, que cette utilisation ne soit pas favorisée et davantage soutenue. Cela passe par l'adaptation de la procédure d'autorisation de mise sur le marché aux spécificités des PNPP. Par exemple, en minorant la procédure et le coût de ce type d'autorisation qui demeure extrêmement lourd et coûteux pour des produits naturels que les industriels n'ont pas vraiment intérêt à voir autorisés. Tout autant qu'il est nécessaire d'encourager le recours au PNPP, il est indispensable de réintroduire dans les pratiques agricoles les principes de base de l'agronomie, incluant le respect, la connaissance et la préservation de la vie du sol, la rotation des cultures, la présence des haies, l'agroforesterie et, vous l'avez exprimé, Monsieur le Ministre, la recherche de nouveaux modèles de production. Pour renouer avec ces principes de base, il faut changer de modèle agricole et forestier et réorienter la recherche publique effectuée par l'INRA, qui doit recevoir les moyens nécessaires à ses missions. Mais compte tenu du constat effectué, ne serait-il pas aussi urgent qu'utile que les missions de cet institut soient recentrées d'abord vers la recherche biologique? Par exemple, pourquoi ne pas encourager la recherche dans ce qu'on appelle le biocontrôle, vers l'utilisation des prédateurs naturels des insectes nuisibles aux cultures, plutôt que de recourir à toujours plus de nouvelles substances pesticides chimiques qui tuent indistinctement tous les insectes, nuisibles, utiles ou inoffensifs. La surmortalité des abeilles en est un exemple. J'avais une question à vous poser, Monsieur le Ministre, puisque l'EFSA a émis 3 avis. Vous y avez répondu, je vous en remercie et je vous fais confiance pour la suite des opérations. Une autre évolution des pratiques agricoles que je souhaite souligner est le développement indispensable de l'agriculture biologique, à qui il faut fixer des objectifs pour 2020 réalistes, tout en restant ambitieux, mais il faut vraiment passer à la vitesse supérieure dans ce secteur-là. Vous avez lancé la démarche Produisons autrement le 18 décembre 2012 et cette démarche a été accueillie avec intérêt et avec succès. Vous avez suggéré des pistes pour stimuler la réflexion, pour inventer de nouveaux modèles qui concilieraient performance économique et environnementale. Votre projet agroécologique comporte, et je m'en réjouis, un volet lié aux pesticides.
Monsieur le ministre, je sais la vigueur de votre engagement et votre volonté de faire évoluer les pratiques et je souhaite que nos travaux y contribuent pleinement, puisque vous l'avez dit, vous avez déjà accueilli un certain nombre des recommandations. De même, j'ai entendu avec plaisir Madame la ministre s'approprier certaines propositions que nous avons faites et sur lesquelles nous serons vigilants. Car désormais correctement informés, c'est à nous qu'il revient d'amplifier la prise de conscience, déjà bien tardive, qui s'opère auprès de nos concitoyens et d'accompagner les changements qui s'imposent et que nous devons réussir ensemble. Enfin, en conclusion, je félicite mes collègues présidentes, rapporteurs et les sénateurs et administrateurs qui ont participé et contribué activement à cette mission d'information et à l'élaboration de ce rapport, dont nous aurons à cœur de voir appliquer les préconisations adoptées, je le rappelle, à l'unanimité. Et je vous remercie. Merci Madame Bernadette Bourget. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Gérard Lecam. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le travail réalisé par la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement est colossal. Notre présidente Sophie Primas et notre rapporteur Nicole Bonnefoy ont fait une présentation très complète qui montre l'ensemble des problématiques liées à l'usage des pesticides en ce qui concerne leurs effets sur la santé des utilisateurs directs et des personnes proches exposées. La mission a dû, devant l'ampleur du sujet, laisser de côté d'autres effets négatifs des pesticides, notamment la présence de résidus dans l'alimentation humaine ou les impacts sur l'environnement. Et pour avoir lu différents avis et études, je pense ici tout particulièrement aux effets des insecticides sur les insectes pollinisateurs. Je sais combien ces questions sont étroitement liées. Je réitère ici notre attachement pour que ces autres conséquences de l'usage des pesticides soient soigneusement prises en compte. En ce qui concerne le volet santé humaine, je partage entièrement ce qui a été dit par notre rapporteur, tant dans les constats que dans les solutions avancées, et je reviendrai simplement sur quelques aspects de la lutte qui s'engage aujourd'hui afin de concrétiser la centaine de propositions unanimement portées par la mission. Réduire l'usage de pesticides impose des changements dans les habitudes des exploitants agricoles et dans les modes de production. À ce titre, il est essentiel de réfléchir sur les pratiques agronomiques. Des solutions existent. L'INRA a par exemple mis en place une expérimentation mettant en parallèle des parcelles cultivées selon des méthodes intensives et des parcelles cultivées sans recours aux herbicides. Elle en arrive au constat que cultiver sans pesticides ou presque, sans pour autant faire chuter les rendements, n'est pas une fiction. Ainsi, dans la station expérimentale d'Époisses, en Bourgogne, l'INRA a comparé sur 10 ans une parcelle de référence conduite selon les méthodes intensives traditionnelles, travail des sols et traitement herbicide, et 5 autres parcelles cultivées selon différents protocoles de protection intégrés, sans labour, sans désherbage mécanique, etc. L'expérience montre l'efficacité de la lutte intégrée par un travail raisonné du sol, une adaptation des dates des semis des cultures et une diversification de l'ensemencement des parcelles. Cependant, le recours aux cultures alternatives pose un problème économique liés aux débouchés commerciaux qui ne sont pas assurés pour les exploitants. Réduire la dépendance aux pesticides, c'est donc utiliser de nouvelles pratiques agronomiques ou en réutiliser d'anciennes, mais c'est aussi réorganiser les filières et les marchés pour accompagner la diversification des cultures. Les débats que nous avons eus ici sur les semences fermières prennent tout leur intérêt dans cette volonté de mettre en place une agriculture plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Comme vous le savez, en station mobile de semences de ferme, le mélange de variétés est aisé et pratiqué et permet de diminuer significativement le recours aux produits phytosanitaires. Grâce aux sélections et aux échanges qui existent depuis toujours entre les agriculteurs, on a des plantes qui sont mieux adaptées aux contraintes particulières de leur environnement. On se rend compte de la valeur du patrimoine naturel et du savoir-faire des générations de paysans qui nous ont livré des trésors de connaissances agronomiques. Réduire l'usage des pesticides, c'est également en faire une priorité de la politique agricole commune. Il est nécessaire que la politique agricole commune, par des soutiens ciblés, encourage plus fortement l'objectif de réduction des pesticides et des pratiques agronomiques durables. En l'état actuel des discussions, la Commission propose au titre du verdissement du premier pilier PAC
d'accorder un paiement additionnel représentant 30% de l'enveloppe nationale en direction de l'agriculture biologique ou pour les agriculteurs qui respectent de bonnes pratiques, à savoir mettre en place 7% de surface d'intérêt écologique dans les exploitations, y compris les haies, les bosquets, les talus, les mares, diversifier les cultures pour favoriser les rotations et enfin maintenir les prairies permanentes. Or, ces exigences ont été assouplies par l'introduction de mesures équivalentes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas vraiment définies. Peut-être pourrez-vous nous en dire davantage, Monsieur le Ministre. Nous sommes un peu inquiets car jusque-là, la PAC a favorisé une agriculture intensive, forte consommatrice de traitements chimiques contre les bioagresseurs. Réduire les pesticides, c'est se conforter aux intérêts mercantiles de l'industrie chimique. Cela fait déjà plus de 4 ans que le plan Ecophyto 2018 est en place, avec un objectif de réduction de 50% de l'usage des pesticides. Une réduction qui devrait porter à la fois sur les volumes et sur la toxicité des molécules. Et pourtant, l'utilisation de produits phytosanitaires reste en hausse, plus de 6% en 2011. Les enjeux économiques sont considérables et malheureusement freinent les objectifs de protection de la santé et de l'environnement. Je pense ici à l'avis récent de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui reconnaît les effets néfastes sur les abeilles de 3 matières actives présentes dans des insecticides de la famille des fameux néonicotinoïdes. Dans le même temps, une publication du Forum Humboldt pour l'alimentation et l'agriculture, financée par Bayer, CropScience et Syngenta, défend quant à elle les néonicotinoïdes. Le rapport indique que, je cite, « sur une période de 5 ans, l'Union européenne pourrait perdre près de 17 milliards d'euros, 50 000 emplois dans l'ensemble de l'économie et plus d'1 million de personnes engagées dans la production arable en souffriraient. » Fin de citation. On comprend bien pourquoi les grands groupes de l'agrobusiness tentent d'associer semences et traitements et d'interdire le droit de ressemer sa récolte. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement attachés aux propositions de la mission d'information visant à, je cite le rapport, d'éviter le brouillage provoqué par les conflits ou les liens d'intérêts et d'organiser un contrôle public effectif de l'innocuité des pesticides autorisés envers la santé. Il est essentiel de séparer la prescription et la vente de pesticides, d'assurer des expertises indépendantes, dépourvues de tout lien avec les intérêts privés concernés par les sujets traités. Il est fondamental d'organiser l'effectivité du contrôle public sur les pesticides autorisés et bien sûr d'encourager la recherche publique. À titre d'exemple, la direction de l'environnement du Conseil général des Côtes-d'Armor note dans son dernier numéro la présence de 2 substances interdites dans nos cours d'eau, ces substances étant le diuron et l'atrazine. Ensuite, je voudrais aborder le volet social, et notamment la prise en compte de la protection des travailleurs agricoles. Premier point, la reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture a pris du retard. Les maladies professionnelles liées aux pesticides, reconnues dans le régime général, devraient l'être dans le régime agricole. Sur ce point, le gouvernement peut agir très vite. Il s'agit simplement de compléter une liste. Peut-être pourrez-vous nous donner des précisions sur les intentions du gouvernement à ce sujet. Second point, il est important d'accorder une attention particulière aux salariés agricoles qui, comme vous le savez, sont très souvent dans une situation de précarité. L'exemple costarmoricain des salariés de Triskalia montre combien le parcours juridique des victimes d'intoxication est long et difficile. 50% du travail salarié agricole est du travail saisonnier. Ces salariés sont particulièrement exposés aux pesticides du fait d'une sous-évaluation des risques liés aux pesticides, à la non-conformité des machines, notamment servant à l'épandage ou à la vétusté des équipements de protection quand ils existent. Ils travaillent souvent juste après l'épandage de pesticides, parfois même sous un épandage aérien. Or, comme cela nous l'a été dit pendant les auditions, les études sur la dangerosité montrent que les personnes qui travaillent dans ces conditions sont les plus exposées. Les salariés agricoles recrutés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et maintenant de plus en plus par des sociétés étrangères d'intérim agricole sont encore plus fragilisés. D'abord, ils ne connaissent généralement pas leurs droits, leur éloignement et les modalités d'embauche dans le cadre de l'intérim rendent difficiles les contrôles de l'inspection du travail. Cette pratique du travail sans travailleur, qui se généralise au nom de la rentabilité, est particulièrement grave en termes d'impact sur la santé de ces femmes et de ces hommes. Comment protéger ces salariés qui parfois ne savent pas lire ? C'est un challenge lorsqu'on connaît déjà les lacunes dans l'information des salariés nationaux. Je pense ici par exemple au document unique d'évaluation des risques pourtant obligatoire. Il est souvent inexistant sur les exploitations agricoles. De plus, comment suivre ces salariés
sur le long terme? Comment leur assurer une protection sociale? Quelle prise en charge lorsqu'ils déclarent des années plus tard des maladies professionnelles? Enfin, ce sera mon dernier point, je me réjouis de ce que je considère comme une évolution très positive au regard des débats qui avaient eu lieu ici en décembre 2011 sur le périmètre de l'action de groupe. En effet, le rapport reconnaît l'intérêt d'un tel dispositif pour la protection de la santé face aux dangers des pesticides. C'est pourquoi, fort de ce consensus, nous allons déposer sur ce sujet une proposition de loi qui reprend le dispositif voté au Sénat, proposé d'ailleurs par la sénatrice Nicole Bonnefoy, mais qui l'élargit à des litiges autres que ceux du droit de la consommation ou de la concurrence. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gérard Lecam. La parole est à Monsieur Henri Tandonnet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, chers collègues. C'est vrai que notre mission a été passionnante. Je ne rappellerai pas les chiffres illustrant l'importance de notre travail et tout particulièrement celui de notre rapporteure Nicole Bonnefoy et de notre présidente Sophie Primas. Je tiens à saluer l'ambiance faite d'entente, d'écoute et d'échange dans laquelle nous avons mené nos travaux et qui ont été encadrés par une équipe administrative particulièrement motivée. Pour les sénateurs de la mission, il s'agissait de s'immerger dans un sujet extrêmement technique et vaste pour parvenir ensuite à une analyse partagée de la situation et à des préconisations utiles. Nous avons donc concentré et orienté notre attention sur les personnes en contact direct avec les substances et produits pesticides, qu'ils soient riverains de l'industrie, de l'agriculture, épandeurs professionnels, paysagistes, particuliers ou encore salariés de collectivités. Le but de mon intervention n'est pas d'exposer l'ensemble des problèmes ou recommandations que nous avons pu formuler, mais plutôt d'insister sur certains enjeux que j'ai jugés essentiels. En premier lieu, un constat sur le terrain, une dépendance aux pesticides encore forte. Ensuite, l'absence de garantie pour le consommateur sur la qualité des produits commercialisés et les distorsions de concurrence intra- et extra-communautaires. Et pour finir, des outils de prévention à mettre en œuvre, les lanceurs d'alerte et l'action collective. Tout d'abord, je souhaite rappeler que ce rapport est un travail engagé sous l'angle de la santé. Il n'est aucunement un procès fait à l'agriculture et ne préconise pas ce qu'elle doit être. Beaucoup d'efforts sont faits par les agriculteurs depuis plusieurs années pour réduire la dépendance aux pesticides, notamment à travers le plan Écophyto de 2018 ou encore avec la formation Certiphyto, et ce pour atteindre une agriculture toujours plus raisonnée. Nous avons relevé une évolution vers plus d'agrobiologie, soucieuse du soin de la plante et de la terre, moins d'épandage chimique. Mais cet exercice vers la réduction de pesticides reste pourtant difficile, il est encore culturel. Chez les consommateurs, des habitudes liées à l'apparence se sont installées. Nous ne souhaitons pas trouver de pucerons dans les salades, ni de limaces dans les haricots verts. Il en va de même pour les taches sur les fruits qui ne sont pas acceptées. Quand on interroge les agriculteurs qui travaillent pour les grands groupes de transformation alimentaire, nous constatons que les exigences sont extrêmement précises pour la production industrialisée. Les auditions auxquelles nous avons procédé lors de la mission n'ont cessé de nous rappeler ces réalités. Sur le terrain, les dangers de toutes origines menacent les récoltes. L'apparition d'un insecte ravageur, la drosophile Suzuki l'an dernier, a durement touché les fruits rouges, notamment dans le Lot-et-Garonne, pour les fraises sous serre. Ceux qui ont abandonné le label biologique et sont passés à un traitement chimique ont sauvé leur production, mais sans insecticide, il était impossible de réagir devant cet insecte émergent. Autre exemple, entendu durant nos travaux, un agriculteur travaillant pour une grande marque commerciale a été obligé d'importer des salades d'Espagne en pleine saison, alors qu'en matière de lutte contre le puceron de la salade, la réglementation française impose une distinction entre les différents types de salades, laitue, batavia, mâche, alors que le reste de l'Union européenne s'en tient au terme générique de salade. Ainsi, en 2011, la coopérative pour laquelle travaille cet agriculteur a perdu plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, faute d'autorisation d'utiliser des produits de lutte contre le puceron. Les situations évoquées précédemment illustrent certaines réalités
auxquelles font face les producteurs. La réduction des pesticides vers laquelle nous essayons de tendre en France est source d'importantes et inquiétantes distorsions de concurrence. Mais surtout, ces disparités dans les législations ne permettent pas à ce jour d'apporter de garanties et d'informations claires aux consommateurs quant aux produits vendus. À cet égard, il faut distinguer des disparités que nous rencontrons avec les pays extracommunautaires. À mon avis, il est inacceptable que l'on puisse importer des légumes qui ont été traités avec des produits interdits dans notre pays, dans l'Union européenne, depuis des années. L'objectif d'interdiction de commercialisation de tels produits agricoles en France doit être fixé. Sans cela, la politique sanitaire nationale n'aura aucun effet et ne pourra pas être lisible. Avec les États membres de l'Union européenne, depuis l'adoption du paquet pesticides, il y a une amélioration très nette et un encadrement de plus en plus strict au sein de l'Union européenne. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Cependant, il demeure indispensable de réviser les modalités de coopération transfrontalière intra-européenne, car nos règles sont souvent plus restrictives que la directive et pénalisent donc les producteurs français. En bref, aujourd'hui, des produits agricoles peuvent être commercialisés en France en ayant été traités en amont dans d'autres pays par des pesticides dont l'utilisation est interdite dans l'Hexagone. Si rien ne change, on ne trouvera plus sur nos étals que des cerises étrangères, parce que nos autorités tardent à l'homologation de telle ou telle molécule pourtant agréée au niveau européen. Monsieur le ministre de l'Agriculture, on vous a interpellé cet automne sur le problème de la conservation des pommes, qui sont traitées au Portugal par des produits interdits en France. Ces pommes se retrouvent sur nos étals français. Donc il y a urgence à harmoniser les procédures d'autorisation de mise sur le marché. De plus, nos producteurs français ne peuvent tirer avantage de leur usage modéré de pesticides. En effet, quand ils font de la publicité collective réalisée en partie ou en totalité par des fonds européens, ils n'ont aucunement le droit de mettre en avant leur label France et la qualité qui en résulte. Un autre aspect doit être également renforcé, la coopération transfrontalière en matière de fraude. Comme l'indique le rapport, actuellement, les services voient leur action gênée par la combinaison de deux facteurs distincts, le principe de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et l'atonie dont font preuve les autorités du pays. Le système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, dit système SARDAN, basé sur le règlement 178/2002 du Parlement européen, peut constituer un exemple à suivre puisqu'il a démontré son utilité en matière de fraude alimentaire avec des commissions rogatoires exécutées dans des délais records. Ces modalités pourraient être appliquées à la lutte contre la fraude, à la législation sur les pesticides. Cela nécessiterait sans doute l'élaboration d'un nouveau règlement, mais sur cet exemple efficace. Le dernier enjeu que j'évoquerai est celui du renforcement des actions d'encadrement, de régulation et de lutte contre les fraudes de l'usage des produits phytosanitaires grâce à des outils de prévention. Nous devons veiller à ce que les lanceurs d'alerte, acteurs essentiels pour l'identification des atteintes à la santé, puissent bénéficier d'une protection juridique solide. Cette protection est certes engagée au plan international comme en droit français, mais la logique doit désormais être poussée à son terme. Voilà pour le débat sur les pesticides et leurs effets sur la santé et l'environnement. Un débat qui fait suite à un rapport de la mission commune d'information sur les pesticides intitulé « Pesticides vers le risque zéro », un rapport qui a été élaboré en octobre 2012 pour trouver des moyens de réduire l'usage des pesticides dans l'agriculture en France, mais aussi plus largement en Europe. Vous pourrez le revoir à tout instant sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à tous sur Public Sénat. Il y a une phrase qu'on a